Le 19 novembre, Béatrice, 38 ans, mère de famille, quitte son domicile pour accompagner ses 2 filles à l'appartement de Michael, son ex-compagnon. Elle se présente à son domicile et là, elle ne trouve pas Michael, mais il y a des choses qui sont un petit peu particulières. Son véhicule est devant son logement. Il y a les clés de Michael, donc ce trousseau de clés qui sont sur la table, ainsi que son téléphone portable. Donc en fait, il a disparu en laissant les effets avec lesquels il serait parti s'il était parti volontairement. Elle est surprise parce qu'il ne l'avait pas prévenu qu'il devait s'absenter ce matin-là. Et bien qu'ils vivent séparés, elle avait l'habitude de passer très régulièrement à son domicile, notamment pour lui amener les filles quand il devait les garder. Elle va prendre contact avec son employeur puisque Michael, à l'époque, exerce la profession de livreur de journaux. Et son employeur va dire ne pas avoir de nouvelles de Michael, qui ne s'est pas présenté pour assumer sa tournée matinale, qui a dû être remplacé au pied levé par son employeur. Et l'employeur n'a pas davantage de nouvelles, n'a pas davantage d'informations. Il a lui aussi essayé de joindre Michael, mais sans succès. Vers 18h, Béatrice, qui est donc sans nouvelles de Michael depuis une dizaine d'heures, commence à s'inquiéter de cette disparition. Elle a commencé à demander à la mère de Michael et à sa famille s'ils n'avaient pas des nouvelles. Personne n'avait de nouvelles. Michael, 34 ans, et Béatrice, de 4 ans son aînée, sont en couple depuis environ 12 ans. Ils sont tous les deux originaires de l'Oise. Michael et Béatrice se connaissent depuis très jeunes. Ils étaient des amis d'enfance. La vie les a fait se recroiser en 2004. À ce moment-là, Béatrice, elle a une fille qui s'appelle Maëva, qui a 3 ans, et ils vont très rapidement s'installer en couple. Béatrice va tomber enceinte. Michael va avoir du mal à accepter cette première paternité. Il va souhaiter se séparer de Béatrice tout en restant auprès d'elle pendant la grossesse, tout en étant présent au moment de l'accouchement. Et puis, peu après l'accouchement, le couple va se reformer et va être très solide pendant toutes les années qui vont suivre. Elle était amoureuse de lui. Ils se sont mariés, ils ont vécu des choses fortes. Donc ma mère, elle était amoureuse de lui. Malgré des hauts et des bas, malgré une situation matérielle assez compliquée, assez difficile, tout leur entourage, les membres de leur famille vont toujours les décrire comme très unis. Et en fin d'année 2009 va naître Léo. Mais cet enfant va décéder le 1er février 2010 du syndrome de la mort subite du nourrisson. Et je crois que c'est le grand drame de la famille au sens large. Je pense que la mort de Léo, ça les a un peu cassés tous les deux. Je pense qu'à ce moment-là, déjà, ça a dû casser vraiment un truc entre eux. Il y avait peut-être moins de sentiments. Peut-être qu'ils restaient ensemble parce qu'ils ne voulaient pas se sentir mal tous les deux. Peut-être par habitude. Et finalement, en octobre 2016, donc quelques temps avant sa disparition, Michael va décider de se séparer de Béatrice. Il décide donc de quitter le domicile, mais il va aller s'installer tout près, dans un appartement qui est situé au-dessus de celui de sa mère. Comme ça, il reste à la fois tout près de ses filles pour pouvoir les voir quand il le souhaite, et il vit également tout près de sa famille. Le samedi 19 novembre 2016, en fin d'après-midi, Béatrice est très inquiète. La mère de famille n'a pas de nouvelles de Michael depuis près de 24 heures. Donc elle va se présenter à la gendarmerie pour informer de la disparition de son ex-concubin, puisqu'ils ont dîné ensemble la veille. Le dîner s'est passé sans difficulté. Béatrice reçoit chez elle, comme tous les soirs pratiquement, son mari ou son ancien mari. Enfin, le couple est en voie de séparation, mais officiellement ils sont toujours mariés. Et puis le couple dîne
avec leurs enfants, leurs 2 filles qu'ils ont en commun, et puis l'aînée de Béatrice. Et ensuite, ma maman et mon beau-père, ils sont sortis dehors pour fumer une clope. Et moi, pendant ce temps-là, je rangeais. Et ensuite, je suis allé regarder la télé. Et ensuite, j'ai voulu aller dans ma chambre, sauf que j'ai vu ma maman qui sortait de la douche. Je lui ai demandé où il était, Mickaël, et elle m'a répondu qu'il était parti. Et il était convenu qu'elle se présente à son domicile le lendemain avec leurs 2 enfants communs. Béatrice a assez vite également évoqué l'hypothèse qu'il ait pu avoir une rencontre, qu'il ait pu s'absenter pendant le week-end pour rencontrer une relation sans que personne ne sache qui c'était. Les gendarmes vont prendre ce déplacement de Béatrice au sérieux puisqu'ils vont immédiatement ouvrir une enquête pour disparition inquiétante en lui indiquant qu'ils la tiendraient au courant dès qu'ils ont des nouvelles. À ce moment-là, elle fait des recherches, elle fait des conjectures également, notamment avec ses enfants et la famille de Mickaël, en essayant de savoir ce qui a pu lui arriver. Et donc, en effet, elle apparaît vraiment très inquiète et très angoissée par le sort du père de ses enfants. On était tous, mes petites sœurs, moi et ma maman, on était chez la mère de mon père. Et on attendait, on regardait nos téléphones pour voir si la famille n'avait pas de nouvelles ou quelque chose comme ça. Maëva va être entendue également et elle va faire des révélations aux enquêteurs qui vont différer un peu de l'audition de Béatrice puisqu'elle va confirmer dans un premier temps que Mickaël s'est bien présenté au domicile pour dîner mais qu'à l'occasion de ce dîner, il y a eu une dispute. Face aux gendarmes, l'adolescente de 15 ans revient sur l'origine de leur conflit. Un mois auparavant, Mickaël a fait son coming out en révélant qu'il avait un attrait pour l'homosexualité. Là, ça allait plus du tout à la maison. Quand elle me parlait de lui, elle était souvent en colère. Elle me disait tout le temps, ouais, je comprends pas pourquoi il fait ça, il m'aime pas, enfin, elle se dénigrait, quoi. Et du coup, à chaque fois qu'elle me parlait de lui, c'était en mode prise de tête, quoi. Maëva va également expliquer que c'est une cause récurrente de disputes entre sa mère et son beau-père, les relations homosexuelles de son beau-père. Maëva va également confier être témoin, depuis quelque temps, des messages de menaces anonymes que reçoit Mickaël. Et en fait, lors de ce dîner de famille, le vendredi soir, Mickaël annonce à Béatrice qu'il a un rendez-vous dans le cadre d'une rencontre homosexuelle le lendemain, ce qui va occasionner une dispute puisque le lendemain devait être fêté l'anniversaire de Zoé, leur fille. Les gendarmes vont faire une perquisition au domicile de Mickaël. Ils vont retrouver sur place son téléphone et son trousseau de clés. Ils vont bien évidemment saisir son téléphone pour l'analyser, pour analyser les messages que celui-ci a pu recevoir. Toujours sans nouvelles de Mickaël. Béatrice se rend chez la mère du trentenaire pour monter avec elle un plan d'action. Elles vont décider de lancer elles-mêmes des recherches, notamment avec la famille et des amis, dont William et Cédric, qui sont un couple d'amis qui devaient venir passer le week-end au domicile de Mickaël. Et donc ils vont, ce petit entourage familial et amical, commencer à chercher Mickaël aux alentours de son domicile. L'hypothèse germe au sein de ces 2 principaux amis, Cédric et William, que peut-être il faudrait aller vérifier dans une maison voisine de l'habitation de Béatrice, qui est en fait une maison qui est abandonnée, qui est surnommée la Maison des Anglais dans la commune. Et c'est dans le jardin de cette bâtisse insalubre que les 2 amis font une terrible découverte.
J'ai été appelé donc le 20 novembre 2016. D'emblée, les gendarmes ont été assez alarmants en disant que c'était quelque chose qu'ils ne sentaient pas. Et donc je suis arrivé sur les lieux et on passait donc par un petit passage au sein d'une haie de tuya. Et d'emblée, je n'ai pas pu aller plus loin parce que le technicien d'identification criminelle n'était pas encore arrivé. Et là, j'avais 2 traces de sang et un petit morceau d'encéphale. Donc bon, donnait déjà une petite idée sur les choses à venir. Quand ils arrivent, le corps de Michael est allongé au niveau du sol, les pieds vers l'entrée, donc vers le côté d'où ils arrivent. Le corps est nu. Michael ne porte plus qu'un sous-vêtement qui laisse apparaître son sexe. On examine le corps pour initialement avoir un petit peu une idée de la cause du décès et puis déjà d'avoir une idée en disant bah voilà, ça date de plus de 24 heures, de moins de 36 heures pour orienter un petit peu le travail des enquêteurs. William et Frédéric vont immédiatement faire retour au domicile de Sylviane, la mère de Michael, et ils vont donc annoncer à Sylviane et à Béatrice le décès de Michael. Béatrice va se rendre immédiatement en courant sur le lieu de la maison des Anglais. Et là, elle va découvrir le corps de son ex-compagnon. Elle a crié. Elle a beaucoup crié. Enfin, en fait, elle parlait, mais je comprenais même pas ce qu'elle me disait. Je l'ai vue dans un état horrible. Elle pleurait beaucoup et elle était triste. Elle était par terre. Elle était près du corps. Et quand je suis arrivé, elle est venue et puis elle pleurait beaucoup. Moi, je disais qu'on allait retrouver les personnes qui avaient fait ça. Sylviane est évidemment également tout de suite sur les lieux. On va l'empêcher de s'approcher pour qu'elle ne voit pas le corps de son fils. Et elle est évidemment effondrée par la perte de son enfant. À l'issue de la journée du dimanche, les gendarmes ont une certitude, c'est qu'il est mort de mort violente, qu'il est mort à la suite de violences dont il a été victime. La piste que les gendarmes ont au soir de cette première journée, ou en tout cas la seule hypothèse qu'ils ont à ce stade-là, c'est l'auteur des menaces dont a été victime Michael dans les semaines ou les mois précédents. Et donc c'est la raison pour laquelle les enquêteurs vont d'abord décider d'entendre des gens proches du couple, parce que dans ces messages, on a le sentiment que la personne qui est à l'origine de ces messages est quelqu'un qui connaît très bien le couple de Béatrice et de Michael. Ils ont commencé à interroger tout le monde, donc toute la famille de mon beau-père et ainsi que la mienne, on y est tous passés, des amis à mes parents aussi. Ils vont entendre notamment William, un de ses amis très proches qu'il connaît depuis de nombreuses années. William va indiquer aux gendarmes être au courant de la situation du couple Béatrice-Michael, des dégradations de leur relation et des raisons pour lesquelles le couple est en difficulté, à savoir ces relations que Michael a avec différents partenaires masculins. William précise avoir reçu un SMS de Michael en soirée le vendredi 18 novembre. Et dans ce SMS, Michael lui précise qu'il est avec un de ses amants qui se prénomme Jérôme et qu'il passe une très bonne soirée. Et il lui dit à demain puisqu'ils sont censés se voir le lendemain. Ce qui va interpeller William dans le cadre de ces SMS, c'est l'orthographe. À savoir que ce SMS n'avait aucune faute d'orthographe, alors que Michael faisait des SMS avec soit beaucoup de fautes ou en tout cas avec un langage peut-être plus parlé que écrit. Et ce SMS paraît très curieux à William. Les gendarmes vont donc immédiatement s'intéresser à cet amant prénommé Jérôme. Qui travaille et vit à quelques dizaines de kilomètres de là. Jérôme, 34 ans, est reçu par les enquêteurs. Il revient sur ses récents échanges avec la victime. Il était en relation avec Michael par les réseaux sociaux, par téléphone, depuis plusieurs semaines. Une relation assez forte s'était nouée entre les deux, à distance, sans qu'ils se soient encore jamais rencontrés.
Ce que Jérôme va indiquer aux gendarmes lors de son audition, c'est que certes, il était censé rencontrer Michael, mais pas le vendredi soir, mais le samedi soir. Et Jérôme ne voit personne arriver au rendez-vous qui avait été fixé et il va penser un peu déçu que finalement Michael n'a pas souhaité venir au rendez-vous et n'a pas voulu lui donner d'explication. Après vérification, les gendarmes ont la conviction que Jérôme dit la vérité et qu'il n'a pas vu la victime ce vendredi 18 novembre. Les questions que vont alors se poser les enquêteurs sont les suivantes. Si c'est Michael qui a envoyé ce message à William, pourquoi lui a-t-il menti? Et si ce n'est pas Michael qui a envoyé ce message, qui l'a envoyé? Les gendarmes vont ensuite décider d'entendre donc les parents de Michael, son père Christian et sa mère Sylviane, qui vont tout d'abord décrire la personnalité de leur fils. Michael, lui, était présenté comme quelqu'un d'extrêmement faible, de gentil, fondamentalement gentil, et un peu sous la coupe de son épouse. Ils vont préciser que, bien évidemment, leur fils les avait informés du changement de son orientation sexuelle et bien sûr de sa séparation avec Béatrice. Ils vont également informer les enquêteurs de ce que Béatrice acceptait mal cette séparation. Il mentionne que le couple Michael-Béatrice était en grande difficulté, qu'il y avait des disputes extrêmement fortes, sans doute parfois des violences physiques, dans les deux sens d'ailleurs. Ces nouveaux témoignages vont évidemment surprendre les enquêteurs, les interroger à tout le moins, puisque Béatrice n'a absolument pas évoqué ni cette séparation, en tout cas pas dans ces termes-là, et avait décrit sa relation avec Michael comme étant une relation très simple, sans dispute. Donc ils vont évidemment, les gendarmes, s'intéresser plus avant à Béatrice et la réinterroger afin de la confronter à ces nouvelles auditions. Le dimanche 20 novembre, 6 heures après la découverte du corps de Michael, les gendarmes convoquent à nouveau Béatrice et reviennent avec elle sur l'échec de son couple. Au bout de quelques années, Béatrice va se rendre compte qu'à l'évidence, Michael a des relations extra-conjugales et elle va rapidement comprendre que ce sont des relations masculines. Un soir, j'étais dans la chambre avec mes petites sœurs et mon beau-père et ma mère, ils se prenaient la tête. Et donc, suite à ça, mon beau-père, il nous a appelés. Donc, on a été voir ce qui se passait. Et là, il nous a dit qu'il avait un truc à nous dire et du coup, on lui a demandé qu'est-ce que c'était. Et là, il nous a dit qu'il était homosexuel. Du coup, on a dit d'accord. On était un peu choqués, mais on pouvait rien dire de toute façon, donc on est reparti. Et finalement, la relation devient assez rapidement toxique. Ils ne veulent pas se séparer, ce qui aurait été la situation la plus logique pour un couple dans cette situation. Béatrice, elle accepte tout. Lui, il continue à venir manger tous les soirs chez elle. C'est aussi une situation invivable. Il va bosser et puis il rencontre d'autres hommes. La nuit, il va dormir dans son petit appartement. C'est pas gérable pour elle. C'est pas. Si elle aime cet homme, le voir partir tous les soirs pour aller avoir une autre vie sexuelle, c'est pas possible. Ils vont avoir des solutions de rechange qui sont évidemment complètement bâtardes et qui vont pas fonctionner. Elle va proposer finalement de participer à ces relations et d'organiser des relations à trois avec différents partenaires. Ça va durer quelques semaines, peut-être quelques mois. Il y aura quelques rencontres, finalement assez peu. Et puis Béatrice va finalement arrêter de participer à ces rencontres parce que c'est sans doute trop difficile pour elle. Malgré la douleur, Béatrice accepte que Michael continue d'avoir des amants. Le couple installe un matelas dans une petite maison abandonnée à côté qu'on appelait la maison des Anglais parce qu'elle appartenait autrefois à des Anglais. Et ils installent un matelas, elle participe à l'organisation dans cette maison pour qu'ils puissent avoir des relations avec ses amants. Si elle reconnaît que son couple traverse une période difficile, elle ne donne pas plus d'éléments sur le meurtrier potentiel de son mari. À la recherche d'un suspect, les enquêteurs se concentrent sur les SMS de menaces reçus par Michael. Ils apprennent alors que le père de famille avait alerté les autorités.
La première plainte a été déposée le 20 octobre 2016 et dans ce dépôt de plainte, Michael précise qu'il est victime de menaces qui se sont déroulées entre le mois de mai et le mois d'octobre. Il a été porté plainte, ça a changé. Du coup, mon beau-père, il se trimballait avec des armes blanches pour se défendre. Michael, à ce moment, indique que sa compagne, d'alors, Béatrice, est également victime de menaces par le même moyen, c'est-à-dire par des SMS. À la lecture et à l'étude de ces messages, les gendarmes vont soupçonner que le couple est surveillé, puisque l'expéditeur de ces messages semble être très bien informé à la fois sur la configuration des lieux où vivent Michael et Béatrice, mais également sur leur emploi du temps. Ce 21 novembre 2016, les enquêteurs de Vernantes reçoivent l'analyse du téléphone de la victime. Ce rapport d'expertise, il est assez éloquent puisque on peut y lire que Michael avait bien rendez-vous avec Jérôme le samedi soir, qu'en revanche, aucun rendez-vous n'était programmé le 18 novembre au soir. Et ils vont découvrir que ce téléphone a été utilisé à plusieurs reprises dans la nuit du vendredi au samedi, que ce téléphone a activé des bornes téléphoniques qui couvrent le domicile de Béatrice, également le domicile de Michael qui est à proximité, et que donc ce téléphone, il a été utilisé à ce moment-là par la personne qui a envoyé à William, l'ami de Michael, un SMS sans faute d'orthographe, ce qui avait alerté celui-ci. Les enquêteurs avaient pu établir au cours de leurs investigations que certaines des menaces avaient été adressées à Michael. À partir du téléphone portable d'une amie de Maëva, amie de Maëva qui va elle-même être placée en garde à vue et qui va reconnaître très vite au cours de sa garde à vue, bien évidemment, qu'elle n'a bien évidemment pas elle-même envoyé des menaces à Michael, mais qu'elle a prêté son téléphone à Maëva. Maëva va être placée en garde à vue et Maëva va faire une révélation très importante. En fait, un jour, j'étais avec ma meilleure amie et ma mère, elle est venue voir dans ma chambre. Elle m'a dit « Ouais, Maëva, je peux prendre ton téléphone pour envoyer un message ?» Et je lui dis « Bah, à qui ?» Et elle me dit « À Michael ». Je lui dis « Bah, pourquoi faire ?» Elle me dit pour lui faire peur, pour qu'il arrête d'aller sur ces sites homosexuels. Et du coup, bah, moi, j'aime ma maman. Je me voyais pas lui dire non. Du coup, je lui ai dit, bah, d'accord. Donc, elle a pris mon téléphone et elle a envoyé des menaces. Et en fait, moi, j'étais tellement naïve que je comprenais pas tout ça. Et ma mère, elle me demandait d'acheter des cartes prépayées. Et du coup, bah, moi, j'y allais, quoi. Et je lui en achetais et ensuite, elle envoyait les menaces avec les numéros que j'achetais. Ce que va exprimer à ce moment-là Maëva, c'est que tout à la fois, elle encourageait sa mère depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à laisser partir Michael, parce qu'elle, elle savait bien que ça n'allait pas aller mieux et que les disputes allaient se poursuivre, mais que dans le même temps, bien, c'est un conflit de loyauté qui va intervenir et elle va voir sa mère tellement triste, tellement mal, qu'elle va l'aider par amour pour elle et dans une démarche désespérée de faire revenir Michael au domicile. Elle mettait des messages sur ces sites homosexuels pour prévenir les autres qu'il était malade et qu'il fallait pas coucher avec lui. En fait, elle voulait juste le préserver, quoi. À la suite de l'audition, Maëva est libérée. Les enquêteurs cherchent à rassembler davantage d'éléments sur Béatrice. Les gendarmes vont recevoir le rapport d'autopsie de Michael. Et ce qui est important, c'est qu'ils déterminent l'horaire du décès. On avait constaté au cours de l'autopsie qu'au niveau de l'estomac, il y avait encore un repas qui était non digéré. Ça nous avait permis d'orienter, il me semble, les enquêteurs sur un délai un petit peu plus précis. Le créneau horaire dans lequel Michael serait décédé est probablement dans la soirée ou la nuit du vendredi au samedi, ce qui correspond effectivement au dernier moment où on a des personnes qui ont vu Michael en vie. La cause de la mort, elle était relativement évidente puisqu'il y avait un trou au niveau de la boîte crânienne avec de l'encéphale qui ressortait. Donc voilà, on se doutait bien que le décès, c'était un traumatisme crânien. Le scanner du crâne de la victime, et c'était
une violence prodigieuse. C'était pas des morceaux d'os, c'était une myriade d'os. C'était épouvantable. On n'avait pas d'idée sur l'arme initialement, donc c'était plutôt un mécanisme contondant, donc avec un coup qui a été porté. On se doutait que c'était quelque chose un petit peu lourd. Le 21 novembre, les gendarmes reçoivent le rapport d'analyse technique et scientifique de la scène de crime. On va retrouver des éléments qui laissent à penser que la scène de crime en elle-même, elle se situe à l'entrée du terrain de la maison des Anglais. Parce qu'à cet endroit-là, on va retrouver une grande quantité de sang, ainsi que de la matière cérébrale et des morceaux de crâne. Les gendarmes vont entendre plusieurs partenaires sexuels de Michael. Et ce qui est intéressant, c'est que ces personnes qui sont entendues disent qu'ils n'ont jamais eu de relation sexuelle avec Michael dans la maison des Anglais et que ce lieu-là n'était pas du tout un lieu dans lequel allait Michael pour ces rencontres et ces relations-là. Donc, à ce stade des investigations, Béatrice devient pour les gendarmes la principale suspecte du décès de Michael. Tandis que Béatrice est désormais le suspect numéro 1 dans cette affaire, les gendarmes interrogent ses proches. La famille était un peu partagée par rapport à Béatrice. Il y avait des gens qui l'appréciaient beaucoup, parce que c'était une femme solide, bien campée, qui avait des côtés aimables. Et puis il y en avait d'autres qui pensaient qu'elle était un peu trop manipulatrice, qu'elle était trop dirigiste. Quelqu'un ayant du caractère, beaucoup de caractère, peut-être parfois même du mauvais caractère. Ma mère, c'était une femme courageuse et forte. Malgré tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, tous les abandons qu'elle a dû subir, elle a tout le temps pris sur elle et nous a toujours protégés. Elle a toujours été là pour nous. Près d'un mois après le meurtre, la mère de famille est placée en garde à vue pour répondre des soupçons qui pèsent sur elle. Béatrice va être auditionnée à 6 reprises pendant sa garde à vue, ce qui est un nombre important, assez exceptionnel d'auditions. Au cours de ces 5 premières auditions, elle ne va absolument pas reconnaître une quelconque responsabilité dans la mort de Michael. Elle va contester tout rôle à ce niveau-là. Elle va se défendre pied à pied. Mais à l'occasion de sa 6e audition, Béatrice va finir par reconnaître avoir donné la mort à Michael. Elle va décrire en ces termes le déroulement de la soirée du 18 novembre. Elle va expliquer que, à l'issue du dîner à la maison le vendredi soir, en présence de ses 3 filles, le couple va sortir fumer une cigarette sur l'arrière de la maison. Lorsqu'ils sont devant le portail, Béatrice décrit qu'une dispute à la base sur un motif anodin va repartir et qu'à un moment donné, Michael va lui dire qu'il ne la supporte plus, qu'il en a marre d'elle. À ce moment-là, Béatrice va réaliser que Michael n'a plus de sentiments pour elle. Et qu'il a d'autres projets pour le week-end que de passer celui-ci pour l'anniversaire de sa fille. À ce moment-là, toute la souffrance qu'elle accumule depuis plusieurs semaines, souffrance, frustration, humiliation, elle va dire qu'à ce moment-là, ça va se manifester par un déferlement de haine. Un coup de colère, une crise qui va l'amener à, de rage, saisir une barre de fer qui traîne dans sa cour. Et alors que Michael lui tourne le dos, elle va lui donner un premier coup qui va le faire chuter au sol. Elle indique alors qu'elle va lui donner plusieurs coups sur la tête. Elle traîne le corps. Elle s'arrête d'ailleurs dans le cours du chemin qu'elle fait pour le refrapper encore. Et puis elle finit par le traîner pour de bon jusque dans la maison des Anglais. En revanche, Béatrice conteste totalement avoir déshabillé Michael et avoir fait en sorte qu'il soit retrouvé dans l'état dans lequel il a été retrouvé, c'est-à-dire avec le slip baissé et le sexe apparent. Dans les minutes qui suivent, elle a envoyé un message pour essayer de tromper les gens. Donc on pense que Michael est déjà en vie à ce moment-là.
Une fois qu'elle a dissimulé le corps de Michael, elle va aller dissimuler le pied de biche, dissimuler ses vêtements et découper ses chaussures qu'elle va dissimuler également dans une dépendance de la maison. Elle va se doucher, puis elle se campe devant la télé avec ses filles. Ça, c'est une scène qui me semblait hallucinante. Et le lendemain, quand le corps de Michael est découvert, eh ben, elle est crédible dans son rôle de veuve, qui est dans un chagrin extrême parce que son mari est découvert assassiné. À l'occasion d'une perquisition au domicile familial, les enquêteurs vont découvrir l'arme du crime qui est enterrée dans une dépendance de la maison sous des dalles. Et ils vont également retrouver les vêtements de Michael dissimulés dans le grenier d'une autre dépendance. Quand j'ai su que c'était ma mère, déjà j'y croyais pas. Je me suis dit c'est impossible, elle a trop été blessée par sa perte. Enfin, c'est pas possible que ça soit elle. Et puis ensuite je me suis tout remémoré, je me suis dit bah oui c'est vrai. Elle en a éprouvé un regret, évidemment, parce que Michael était, je crois on peut dire, l'homme de sa vie, c'était le père de 2 de ses filles. Elle était toujours à l'époque extrêmement attachée à celui-ci, et donc elle a évidemment ressenti de profonds regrets, de profonds remords à la suite de ce qu'elle avait fait. La famille de Michael est persuadée que Béatrice a prémédité le meurtre, alors que Béatrice a toujours contesté et va contester jusqu'au bout avoir prémédité le meurtre de son compagnon. Le cas de Béatrice est assez étonnant parce qu'il y a très peu de femmes criminelles. On parle toujours des hommes qui tuent leurs compagnes, mais il existe aussi des femmes qui tuent leurs compagnons pour un tas de motifs. Béatrice a une vie un peu difficile. C'est une femme qui apparaît comme ayant des carences affectives. Et avec Michael, il y a des conflits permanents. Et puis là, il lui dit qu'en fait, il vient de découvrir qu'il est homosexuel. Au bout de 3 enfants, il découvre qu'il est homosexuel. C'est intolérable pour elle. D'une part parce qu'elle l'aime, qui risque de la quitter, et en plus, il la trompe avec un autre homme, donc elle se sent 2 fois trompée, 2 fois plus. Son chagrin est allé crescendo, sa frustration, ses frustrations, sa colère, l'effondrement de sa vie de femme, le tout s'est mélangé jusqu'au jour où elle est passée à l'acte. Mais ça faisait déjà longtemps qu'elle témoignait de cette rancœur. Le juge d'instruction, au terme de son instruction, va renvoyer Béatrice devant la cour d'assises pour assassinat, en considérant notamment que la préméditation a été établie par le faible laps de temps dans lequel les faits s'étaient déroulés, ce qui amenait le juge à penser que forcément les faits avaient été préparés, en estimant aussi que la barre de fer utilisée par Béatrice ne pouvait pas se trouver à cet endroit par hasard, et en estimant enfin que les menaces de mort que Béatrice avait adressées à Michael démontraient effectivement son intention d'attenter à la vie de Michael. Le mercredi 24 juin 2020 s'ouvre le procès de Béatrice devant la cour d'assises du Maine-et-Loire. Elle a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation par le juge d'instruction sous la qualification de assassinat commis par un conjoint. Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité. L'essentiel de l'audience va, de la même manière que l'instruction, se centrer autour de la question de la préméditation. À cette audience, ce qui frappe, c'est la froideur de Béatrice. Cette froideur, elle ne signifie pas forcément qu'elle est dénuée de sentiments. Simplement, c'est une femme qui a toujours refoulé ses émotions. C'est une femme qui a un parcours compliqué et qui, là, se retrouve face à une étape de sa vie très importante. Et elle est bien en peine pour traduire une émotion, pour traduire un sentiment. De nombreux témoins sont convoqués, les filles de Béatrice et Michael, Maëva, la fille de Béatrice, plusieurs de leurs proches également, la famille de Michael et bien évidemment partie civile. Pour Maëva, ce qui est le plus compliqué, c'est de savoir où s'asseoir.
Parce que Maëva, à cette audience, elle vient se constituer partie civile à une audience où la personne qui va être condamnée, c'est sa mère. Et elle ne sait pas bien où s'asseoir, si elle doit s'asseoir du côté de sa mère pour la soutenir ou si elle doit s'asseoir sur le banc qui lui revient, qui est le banc de la partie civile. Elle va finalement décider de s'asseoir sur ce banc, mais elle ne quittera jamais des yeux sa mère pendant toute la durée des débats. Au début du procès, c'était très curieux, Michael a été systématiquement présenté comme quelqu'un de serviable, d'aimable, un peu en dessous par rapport à elle, alors qu'elle, elle était présentée plutôt comme une dominatrice. Avec les autres, c'était un homme adorable. Il était toujours là quand quelqu'un avait besoin. Il aidait tout le temps tout le monde. Il était toujours présent. Dès qu'il y avait quelque chose, il était là. Et par contre, à la maison, c'était un peu différent. Au cours du procès, Maëva, la fille de Béatrice, est appelée à la barre. La jeune femme va alors diffuser des messages vocaux enregistrés avec son téléphone. Et ce fut un des vrais tournants du procès, où tout à coup, un enregistrement a été diffusé. Cet enregistrement, c'était celui d'une dispute familiale qui avait eu lieu quelques semaines avant le meurtre. Il paraît qu'il en arrivait tous les jours. Celui-là, c'était la fille aînée de Béatrice qui l'avait enregistré, Maëva. À ce moment-là, il y a un silence de plomb dans la salle d'audience. Je pense que ça a surpris tout le monde de savoir la violence qui avait pu exister dans l'enceinte de cette famille. Et je pense que ça a choqué tout le monde d'entendre les cris de Michael, les cris de Béatrice, les insultes et puis surtout les cris de ses enfants qui suppliaient leurs parents d'arrêter de se déchirer. Et du coup, je leur dis, vous voyez à quel point il était violent dans ses paroles et c'était ça au quotidien. Et je leur ai dit la vérité de toute façon, je leur ai dit tout ce qui se passait, les mots méchants. Je crois vraiment que ce qui a changé le procès, c'est l'attitude des enfants, qui ont été admirables. Et je pense aussi que c'est l'attitude de l'accusé qui, ça fait partie du paradoxe de ce personnage, très étonnant, qui en fait, je crois, est une très bonne mère, une excellente mère. Les enfants adoraient adorent sans doute toujours leur mère. Et je pense que les jurés ont voulu préserver ce lien-là. Ma mère était triste et elle ne parlait pas. J'avais l'impression qu'elle regardait dans le vide. En fait, je pense que c'était dur pour elle d'avoir tous les regards sur elle, de entendre son geste. Béatrice a soutenu jusqu'à la fin des débats et encore une fois par la voix de son avocat lors de sa plaidoirie qu'elle n'avait à aucun moment prémédité le meurtre de Michael. Après les plaidoiries des avocats des parties civiles, l'avocat général va requérir pour assassinat, c'est-à-dire pour meurtre avec préméditation, une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Et au final, les jurés ont rejeté l'hypothèse de l'assassinat. Le vendredi 26 juin 2020, Béatrice est condamnée à la peine de 16 années de réclusion criminelle. Suite au verdict, il n'y a pas eu de réaction. La salle, c'est généralement le signe qu'une bonne justice est passée. La salle n'a pas du tout réagi. Le verdict a été accueilli, me semble-t-il, de façon très apaisée. Aucun appel n'a été inscrit contre cette condamnation, ni de la part de Béatrice, ni de la part de l'avocat général. Et ma mère, elle était soulagée. Ouais. Quand on s'est pris dans les bras à la fin, on a souri, on était contents. On pleurait de joie, en fait. On s'est dit, c'est bien, genre, tu vas payer pour ce que t'as fait, mais tu reviens très vite auprès de nous, donc... Ensuite, la mère de mon beau-père, elle s'est excusée. Elle m'a dit qu'elle était désolée pour tout ce qui s'est passé et qu'elle n'était pas au courant de tout ce qui se passait à la maison. Et la sœur de mon beau-père aussi, elle m'a dit merci pour ce que j'ai dit. Depuis le procès, Maëva poursuit ses études.
Quant à ses 2 petites sœurs, elles ont été placées en foyer. Je lui en veux sur le fait que, au moment, elle n'a pas pensé à moi et mes petites sœurs. Elle a eu son coup de folie, donc elle n'a pas pensé à nous. Donc ouais, là-dessus, je lui en veux beaucoup parce qu'aujourd'hui, il nous est arrivé beaucoup de choses. Donc je lui en veux pour ça, mais je continuerai à l'aimer de toute façon jusqu'à la fin de mes jours. Je l'ai toujours aimée, je l'aime et je serai toujours là pour elle. Et de toute façon, elle le sait. C'est toute ma vie. Un homme appelle les secours car il annonce qu'un enfant s'est blessé dans sa baignoire et serait tombé et serait inconscient. Il appelle les secours en disant qu'il y a urgence. Le conseil qui est donné par le médecin régulateur du SAMU est de pratiquer un massage cardiaque sur l'enfant. Alors assez rapidement, après ce coup de téléphone, les secours vont arriver et vont constater qu'il y a un enfant est inanimé dans le couloir où se trouve également de l'eau. Et ils vont ensuite transporter cet enfant dans le salon. Et les parents de l'enfant tournent autour tout en s'occupant des 2 autres enfants qui sont également présents dans l'appartement. Les 2 parents ont la même explication d'indiquer que l'enfant était dans la baignoire. Ils disent que David a pris un bain, que les 2 ont entendu un bruit de chute, de boum, que monsieur était sur l'ordinateur, qu'il demande à madame d'aller voir ce qui se passe. Madame était occupée avec les enfants, donc ils ont mis tous les 2 un peu de temps à réagir. Et lorsque Héloïse, la mère, arrive dans la baignoire, le petit est inanimé. Ils le sortent. Ils le posent dans le couloir à côté d'un radiateur. Assez vite, les sapeurs-pompiers vont faire un massage cardiaque, voilà, un certain nombre de gestes médicaux, mais malheureusement, assez rapidement, ils vont avoir le sentiment qu'ils ne vont pas réussir à le réanimer. Âgée de 26 ans, Héloïse est née et a grandi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle a 2 petites sœurs et puis elle a 2 demi-frères qui sont plus grands. Une éducation très stricte. La fratrie évoque unanimement la sévérité du père. Elle a donné naissance à son premier enfant alors qu'elle avait 17 ans, David. Et le choix a été fait qu'elle fasse ses études donc en France, de sorte que son fils est resté vivre avec la famille maternelle à Abidjan. Le père de David va aussi faire le choix de quitter la Côte d'Ivoire et de s'installer avec Héloïse. Mais ce couple, parents de l'enfant, se sépare alors qu'ils vivent dans le nord de la France. En Côte d'Ivoire, David va être choyé par sa grand-mère, par ses tantes. Il va vivre une vie assez paisible, assez aisée. Il est dans une grande maison, il a des cours particuliers, il a un suivi psychologique, un suivi orthophoniste, il a un chauffeur. Il était gâté même. C'est un enfant qui était très attachant manifestement, qui était très sensible et très attachant. Il était très mignon, très aimable et très poli. La grand-mère l'a très bien élevé. Mais il n'est pas question à un quelconque moment qu'il soit laissé à la responsabilité de ses grands-parents pendant longtemps.
Dès que les conditions seront réunies, on fera venir David en France. Le garçon de 8 ans quitte son pays et s'installe chez sa mère à Saint-Herblain. La raison pour laquelle David va quitter la Côte d'Ivoire pour venir en France, c'est qu'il est fait état à Abidjan de difficultés scolaires pour David. Il va rencontrer notamment un psychologue qui va indiquer qu'il a besoin d'être rapproché de ses parents, mais il va décider qu'il vive uniquement avec sa maman. L'enfant va être arraché à cette famille africaine et à l'Afrique au cours de l'été 2016. Pour s'installer en France, dans un pays dont il ne sait pas grand-chose, avec 2 petits frères qu'il ne connaît pas. Car Héloïse a refait sa vie. Depuis juillet 2014, la jeune femme est en couple avec un certain Guillaume, rencontré sur les réseaux sociaux. Héloïse, à ce moment-là, est enceinte de son 2e enfant. Ils vont très vite se mettre ensemble. Héloïse va déménager pour aller s'installer à Nantes. Elle était enceinte d'un enfant qui va naître quelques mois après la séparation. Guillaume va reconnaître l'enfant d'Héloïse alors que ce n'est pas le sien. Héloïse et Guillaume ont tous les deux l'envie de fonder une famille, une véritable famille, y compris en y incluant les enfants que l'un et l'autre ont eu de précédentes unions. Guillaume, lui, est resté en très bons termes avec la mère de ses premiers enfants. Il les voit régulièrement, il s'en occupe très régulièrement. Et effectivement, un enfant va venir assez rapidement, c'est le petit Florian. La famille recomposée va vivre ensemble durant 6 mois. Jusqu'à ce 11 janvier, le jour où David est retrouvé inanimé dans la baignoire. Alors que les secours sont appelés un peu avant 16 heures, le décès est annoncé 1 heure après, mais les pompiers prennent un peu de temps pour préparer la mère. C'est une terrible nouvelle pour les personnes présentes dans l'appartement, c'est-à-dire la mère, le beau-père, mais c'est une terrible nouvelle pour les professionnels. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment de professionnels qui sont extrêmement choqués par le décès de ce petit garçon. Et la police était dans les étages. Hein. Oh, moi j'ai dit là, c'est quelque chose de grave. Oh, quand j'ai vu ça, j'ai compris quand je l'ai vu partir, pauvre petit bonhomme. Hein. Tout recouvert de blanc dans une housse blanche. Oh, j'ai dit, ben ça y est, j'ai compris. Oh là là. À l'annonce du décès de David, la maman fait un malaise. Le beau-père de David, lui, aura une réaction tout à fait différente. Il répétera en boucle « Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi ?» tout en tenant un chapelet à la main. Et il y a les policiers qui surprennent juste une conversation très, très rapide entre la mère et le beau-père. Où lui dit « T'inquiète pas, c'est pas toi, c'est moi ». Interrogé par les policiers, Guillaume raconte la journée de David depuis son retour à l'appartement. Le beau-père explique qu'il a été puni parce que il a raconté à la maîtresse qu'il avait faim. Et ça, les parents n'ont pas apprécié parce que ça donne l'impression qu'il l'éduque pas, qu'il lui donne pas assez à manger. Et du coup, il lui faisait faire des flexions pour le punir, ce qui l'aurait fatigué et ce qui aurait produit cette chute dans la baignoire. Perplexes quant à ces explications, les policiers font le tour du domicile. Ils vont constater un appartement complètement insalubre, en désordre, sale, pas rangé. Ils vont trouver dans la salle de bain une baignoire vidée, nettoyée. Ça les surprend. Il y a une paire de menottes sur le radiateur de la salle de bain.
Il y a des colliers de serrage autour d'une chaise. Et on retrouve une sorte de mini hachette dans le lit bébé, dans le lit parapluie. Dans la cuisine règne une sorte de chaos. Et dans les chambres des différentes personnes, que ce soit les chambres des parents ou des enfants, également un très grand désordre avec des lits qui sont recouverts de vêtements. Et surtout, dans tout l'appartement, on va découvrir des répliques d'armes et des répliques d'éléments de guerre qui appartiennent tous au beau-père. Il va retrouver des cordes plus ou moins cachées. L'une dans une armoire et l'autre dans une des poches de Guillaume. Donc il y a tout un contexte un petit peu qui éveille en tout cas l'attention des policiers parce qu'on est quand même dans un domicile où vivent 3 jeunes enfants, dont des enfants en bas âge. Et c'est pas propre, c'est pas rangé et il y a des armes en fait. L'autopsie pratiquée sur David va montrer d'abord qu'il est mort du fait d'une noyade et que cette noyade ne peut pas être accidentelle. Elle va révéler également plusieurs hématomes et plusieurs coups sur son corps, sur son dos, des éraflures sur sa jambe, des traces de serflex ou de cordes au niveau des poignets et des chevilles, donc le fait qu'il ait été attaché, et au niveau du crâne, le fait qu'il y ait eu une pression au niveau de son front et un choc au niveau de l'arrière-tête, ce qui peut expliquer qu'on ait maintenu la tête de David sous l'eau. Le lendemain du drame, Héloïse et Guillaume sont placés en garde à vue. La mère de famille est entendue sur le déroulé de cette journée funeste. Héloïse attend son fils, c'est un mercredi, il doit rentrer vers midi à la maison et elle est en colère puisqu'elle a reçu un appel de la maîtresse car David a réclamé à manger à un passant. Elle veut donc avoir une explication avec lui. David ment, elle essaye de lui infliger une punition, celle de flexion. Il refuse et c'est là que Guillaume décide de prendre les choses en main. Elle va indiquer que David a d'abord été attaché, qu'ensuite c'est son beau-père qui l'a placé dans la baignoire et que son beau-père se serait installé sur une chaise à côté de la baignoire pour le regarder exécuter sa punition qui consistait à rester immergé, attaché dans une baignoire d'eau froide. Et puis dans un second temps, elle va reconnaître, elle, avoir porté des coups à David, au moins 2 coups. Elle va aussi, finalement, admettre que son conjoint appuyait sur la tête de David régulièrement pour lui maintenir sous l'eau, sans avoir de volonté, selon elle, de le noyer. Héloïse a chargé Guillaume en indiquant qu'elle est absente de la salle de bain au moment de la noyade et elle va tenter de convaincre Guillaume de cesser les punitions infligées à l'enfant. Au cours de sa garde à vue, l'homme de 31 ans reste sur sa première version. Guillaume va indiquer que dans un premier temps, il va lui imposer de faire des flexions, que dans un second temps, il va l'attacher, notamment avec une cravate, donc lui nouer les poings et les chevilles, à la demande de Héloïse. Qu'ensuite, il va le déposer dans la baignoire. Et il va également indiquer que quand il voit sa maman violenter David, elle est dans un état quasiment second, en tout cas dans un état de colère dans lequel lui ne l'a jamais vu. Il est sorti de l'appartement à un moment pour se calmer, après avoir laissé David dans la salle de bain. Lorsqu'il revient dans l'appartement, il va qu'à ses affaires jusqu'au moment où il entend, dit-il, un bruit sourd venant de la salle de bain.
Et il rentre dans cette salle de bain et il trouve le petit garçon inanimé dans l'eau de la baignoire. Guillaume va également indiquer en garde à vue que ce n'était pas la première fois qu'il pratiquait la punition de la baignoire sur David, puisqu'il l'avait déjà pratiqué à 2 reprises au moins. Au moment de la noyade dans la salle de bain, on n'a pas la certitude des personnes qui se trouvent dans la salle de bain. Guillaume va expliquer que ce supplice de la baignoire est quelque chose qu'il a pu connaître sur un plan familial, quelque chose qui avait pu déjà intervenir alors que lui-même était enfant dans son pays d'origine. Et en fait, quand on interroge son entourage, notamment ses frères, enfin voilà, son entourage le plus proche, ses parents, tous ils disent non, on n'a pas vécu ça. Questionné sur les éléments retrouvés à son domicile, le trentenaire va également donner une explication. Le beau-père va prétendre que les cordes n'ont jamais servi à attacher David. Et il va dire que les menottes qui ont été retrouvées par les services de police servaient uniquement à des jeux sexuels pour le couple. Héloïse et Guillaume vont être mis en examen pour acte de torture et de barbarie par personne ayant autorité sur mineur de 15 ans et par ailleurs pour homicide volontaire. Neuf jours après le drame, l'institutrice de la classe de CE1 de David est entendue. Elle dit que c'est un enfant très attachant, qui a certes des retards scolaires, mais qui est très calme, qui est à l'écoute, très affectueux, qui réclame souvent à manger, ça l'interpelle, et c'est pour ça qu'elle demande souvent à la maman de David ce qui se passe. Mais voilà, la maman, elle lui dit « Vous inquiétez pas, s'il va pas bien, c'est normal, c'est son diabète. » Donc elle explique que voilà, il a des restrictions alimentaires, qu'il n'a pas le droit de manger des bonbons, qu'il faut faire attention à ce qu'on lui donne à manger. Mais ça va pas beaucoup plus loin que ça, en fait. L'autopsie de David va d'ailleurs révéler que David n'a pas de diabète. C'était donc un leurre pour masquer le fait qu'il l'affamait. Il y a des marques sur ses jambes type balle d'airsoft. Donc il a été présagé que monsieur se serait servi de ses armes pour tirer sur les jambes de David. Alors la maman dit que c'est des traces dues au diabète, sauf qu'on sait que David n'est pas diabétique. David, le jour des faits, dans la rue, a demandé à être nourri. La personne est venue en parler à la maîtresse et la maîtresse a téléphoné à la mère. Cette institutrice va simplement vouloir alerter les parents pour s'assurer qu'ils soient au courant que David allait parler à un des inconnus, ce qui pouvait effectivement être une situation dangereuse. Et dans le quartier, c'est pas la première fois que ce petit garçon demande à manger parce qu'il a faim. Et ça attire l'attention effectivement des voisins. Un jour, j'avais une baguette et je lui parlais, il me répondait. Il avait toujours les yeux fixés sur ma baguette. Après, arrivé à la maison, j'ai dit que lui donner, il l'aurait mis dans son cartable, lui donner un grand bout de baguette et puis il l'aurait mangé plus tard. D'après les témoins, le jeune garçon ne souffrait pas seulement de malnutrition. Dans ce que raconte l'institutrice, il y a une anecdote qui revient, c'est qu'un jour, David, en classe, perd son compas. Il est absolument effrayé à l'idée de revenir à la maison sans ce compas. C'est d'ailleurs ce qui interpelle un peu la maîtresse vers la fin, puisqu'elle demande à rencontrer Guillaume, parce qu'elle voit que David est complètement traumatisé par cette histoire de compas et qu'il a une peur farouche de se retrouver face à son beau-père. Âgés de 10 et 6 ans, les enfants de Guillaume, issus de sa précédente union, vont encore ternir le portrait de cet homme. Les deux vont dire que leur papa donne des punitions, mais que c'est des lignes ou des flexions ou les pieds contre les murs, mais que seul David subit la punition de la baignoire, qu'il a d'ailleurs très très froid quand il sort de la baignoire. La première épouse de Guillaume savait également que les enfants étaient punis par l'obligation de faire des flexions.
Elle va dire que oui, il y a des châtiments corporels, mais pas plus violents que ça. Elle va protéger Guillaume. Elle le décrit plutôt comme un père exemplaire, qui est très présent pour ses enfants, qui est très joueur, qui fait énormément d'activités avec eux, presque un papa modèle en fait. Et quand Héloïse accueille les enfants nés d'une première union de Guillaume, elle peut également leur infliger des punitions, comme leur faire recopier des lignes dans des proportions qui sont très déraisonnables pour des enfants. Dans l'immeuble, une enquête de voisinage est menée par les policiers. On se rend très vite compte que le beau-père est rarement là, que la maman est souvent toute seule avec les enfants. Et quand elle est toute seule avec les enfants, ça crie. Ça crie beaucoup, elle n'arrive pas à les gérer. Sur le palier de l'appartement, un voisin se présente spontanément aux forces de l'ordre. La particularité de l'habitation de ce monsieur, c'est qu'elle est identique à celle des parents de David. Et donc sa salle de bain se situe juste au-dessus de celle des parents de David. Il va leur expliquer que ce jour-là, aux alentours de 15h30, il a entendu un petit garçon crier et dire « Pardon maman ». Il entend un corps glisser, il entend un petit garçon crier « Non maman, je recommencerai plus, non maman, je recommencerai plus ». Il entend des éclaboussures, des entrecoupures, il entend des chocs. Donc il se doute qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa baignoire et c'est des choses qu'il a déjà entendues. Selon lui, cette scène avait duré 20 minutes, au moins. Cette scène pendant laquelle il a entendu l'enfant pleurer et être battu et demander pardon. Il va également expliquer qu'il connaissait le petit David parce que quelques semaines auparavant, cet enfant avait été conduit jusqu'à sa porte par une voisine auprès de laquelle l'enfant était allé frapper en expliquant qu'il avait faim. Donc, ce voisin l'avait recueilli, l'avait nourri et avait ensuite prévenu la police. Et l'enquête avait permis ensuite de montrer que ce jour-là, sa maman était partie en le laissant seul à l'appartement. Ce qui est étonnant, c'est qu'aucune suite n'ait été donnée, aucun juge des enfants n'ait été saisi, aucune information préoccupante n'ait été transmise aux services compétents. Donc ça aurait pu effectivement être là le point de départ qui aurait permis l'ouverture d'un dossier pour assister David, mais ça n'a pas été le cas. Monique, 81 ans, habite au 4e étage et elle croisait souvent David dans l'ascenseur. Et notamment le jour de sa mort. Alors il me dit, où tu es toi? Je dis, ben moi je suis au-dessus, au 4e. Alors il me dit, ah oui? Alors je dis, tu vois, si tu as besoin un jour, hein, tu frappes. Hein. Bon, il n'a pas eu le temps, pauvre petit père. Trois semaines après le meurtre de David, les résultats des analyses génétiques et téléphoniques arrivent sur le bureau des enquêteurs. Sur les cordelettes que les fonctionnaires de police vont saisir dans le cadre de la procédure, on va retrouver l'ADN de David, ce qui va confirmer l'utilisation de ces cordelettes, à savoir effectivement attacher, semble-t-il, l'enfant dans le cadre de punitions. Alors l'expertise informatique et l'expertise des téléphones va révéler plusieurs éléments. Et on se rend compte qu'en fait le couple rentre dans un circuit fermé de violence, puisqu'on va retrouver sur l'appareil photo du téléphone une photo de David nu, cachant son sexe en pleurs, envoyée par la maman au papa pour montrer à quel point David souffre. C'est ignoble. Et la veille du drame, il y a à nouveau des sévices qui sont donnés à David, puisqu'ils vont lui faire des flexions jusqu'à minuit passé, et qu'on voit des échanges de messages entre les parents pour demander qui va lever la sanction ou pas, parce qu'il commence à être tard. Il m'apparaît évident que depuis son arrivée en France, fin août ou début septembre, David a subi un calvaire, qu'il a été maltraité, sous des prétextes divers et variés. Les deux parents étaient dans les sévices, les deux parents
voulait absolument faire souffrir cet enfant et les 2 parents sont responsables de la noyade. Les enquêteurs s'intéressent alors au profil de la mère et du beau-père de David. Après des études inachevées, Héloïse s'occupe principalement de son foyer. Elle est épuisée au moment des faits, épuisée de gérer les 3 enfants en permanence. Lui avait un CDI qu'il a perdu pour faute, voilà, il a été viré de ce CDI. Il a une idée de monter un club de paintball, d'airsoft en Côte d'Ivoire, mais ça se concrétise pas vraiment. Ils vivent des minima sociaux. Et puis je crois que c'est une grande déception pour elle de se dire qu'ils en sont là, quoi. C'est-à-dire que de se dire qu'ils n'ont pas réussi. Le beau-père de l'enfant est un homme jeune qui est issu lui aussi d'un milieu favorisé africain, qui se trouve confronté à probablement une déception du fait d'une non-intégration professionnelle. C'est un passionné de l'armée, il n'a pas pu y rentrer, il est frustré, il voulait rentrer dans les commandos. Et on se rend compte que les punitions qu'il inflige à David, ce sont des punitions qui sont infligées dans l'armée. Alors est-ce qu'il transpose sur David cette frustration de ne pas être rentré dans l'armée? Les enquêteurs apprennent qu'au moment des faits, le couple bat de l'aile. Monsieur est souvent absent. Et quand je dis souvent absent, c'est souvent absent par des voyages, notamment à l'étranger, notamment en Côte d'Ivoire, en laissant la mère avec les enfants un peu livrés eux-mêmes. Donc il y a cet aspect-là, et puis l'infidélité de son compagnon. En parallèle de sa relation avec elle, il va avoir une autre relation avec une autre personne, et de cette rencontre, effectivement, de cette union, il y aura 2 petits bébés, 2 jumeaux. Et ça, Héloïse l'apprend quelques mois avant le drame du 11 janvier 2017. Et ça, effectivement, ça crée une tension assez forte dans le couple. À cela s'ajoute le mal-être de David. Il va être déraciné donc l'été de ses 8 ans pour venir en France dans un petit appartement, sans commodité, avec une famille en difficulté financière. Et Louise, attendant que, semble-t-il, que David s'intègre de manière très facile et très simple au sein de cette famille, au sein de la société française, la situation était sans doute beaucoup plus compliquée que ça pour David. Et il va avoir un choc, et en fait, David, il ne veut pas rester en France. David, il veut retourner auprès de sa grand-mère, qu'il appelle maman, alors que sa vraie maman, il l'appelle maman Héloïse. Et ça, elle a du mal à l'accepter. Il fait souvent sa valise, il prend souvent son passeport et il dit « je vais retourner voir ma grand-mère ». Il pleure souvent au téléphone avec sa grand-mère pour qu'elle vienne le récupérer. C'est très dur pour lui. Héloïse le déclarera plus tard, hein, voilà, je ne savais pas comment faire avec cet enfant. Il demandait qu'à rentrer en Côte d'Ivoire, j'avais l'impression qu'il m'aimait pas. Elle arrête pas de dire qu'il n'est pas facile, que c'est un enfant fardeau. Et je pense qu'en fait, il y a un moment où ça dérape, quoi. Les 2 mises en examen, Héloïse et Guillaume, vont faire l'objet d'une expertise psychiatrique. Celle d'Héloïse révèle une femme extrêmement manipulatrice, avec un bon niveau intellectuel, d'une froideur un peu exceptionnelle, et une expertise psychiatrique qui affirme sa pleine responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés. Il n'est pas question, et c'est pas discuté, il n'est pas question d'abolition ou d'altération du discernement. Il n'est pas évoqué non plus une quelconque anomalie mentale pour ma cliente. Il est simplement évoqué un manque d'empathie. S'agissant de Guillaume, cette expertise va constater qu'il n'a aucun problème mental, aucune maladie, aucune difficulté particulière. Elle va souligner une personnalité peut-être un peu immature, un peu instable sur un plan affectif, mais Guillaume va manifester lors de cette expertise des regrets, va manifester de l'empathie à l'égard de David.
22 mois après le drame, une reconstitution est organisée au domicile familial, en présence des 2 suspects. Donc cette reconstitution, elle avait notamment pour objectif de vérifier ce que l'on entendait de l'appartement du voisin. Et chacun des participants à la reconstitution a très clairement pu comprendre, constater que l'on entend effectivement parfaitement bien d'une salle de bain à l'autre. Au cours de cette journée, Guillaume va modifier sa version. C'est vrai que le seul élément qui ressort de cette reconstitution, c'est que lui dit finalement « je suis sorti pour prendre l'air sur le parking ». Cette fois-ci, il indique qu'il n'a pas assisté à la scène, finalement, qu'il était dehors, et qu'il constate que David est décédé et que sa maman est à côté au moment où il revient. Dans cette affaire particulièrement atroce, nous savons que les supplices subis par David ont été nombreux, très réguliers, et qu'il n'y a jamais eu, semble-t-il, de mesures prises pour la protection de l'enfant. Personne n'a fait ce qu'il pouvait être fait pour sauver cet enfant. Si tous ceux qui savaient, qui avaient parlé, qui avaient fait le nécessaire, je suis à peu près persuadé que le petit bonhomme aurait pu être sauvé. Alors que depuis le début de la procédure, Guillaume et Héloïse étaient tous les deux mis en examen pour homicide volontaire aggravé sur la personne de David, le juge d'instruction va finalement faire le choix d'écarter cette qualification d'homicide volontaire aggravé et de retenir uniquement une qualification d'acte de torture et de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les enjeux sont extrêmement importants pour Héloïse et Guillaume au moment où s'ouvre le procès, puisque chacun d'eux encourt la réclusion criminelle à perpétuité et que, évidemment, la question qui se pose à la cour d'assises, c'est de savoir est-ce qu'il faut faire une distinction entre les deux, et notamment une distinction selon celui que l'on estime être ou pas responsable direct du décès de David. Le procès va se dérouler dans une ambiance extrêmement lourde, avec des émotions très fortes. D'abord chez le père de l'enfant, qui va mesurer avec une douleur extrême ce que son fils a pu vivre. Cette douleur, elle va être partagée par le grand-père paternel qui assiste aussi au procès et qui est sidéré par la violence de ce qu'a subi son petit-fils. Et on a 2 accusés qui se font face, qui se renvoient la balle. Aucun des 2 ne va céder et ne va expliquer clairement ce qui s'est passé. Guillaume a une personnalité peut-être un peu en retrait, un peu effacé. C'est pas quelqu'un de démonstratif, ça n'est pas quelqu'un qui va hurler ou qui va être particulièrement dans l'excès. Mais pour autant, il va toujours répondre à toutes les questions qui vont lui être posées lors de ce procès. Il va exprimer ses regrets et son incompréhension que la situation ait pu arriver à un tel drame. C'est vrai que lui, dans la façon dont il parle de David, voilà, on a l'impression que l'enfant ne l'a jamais accepté, quoi. Bon, déjà, c'est son beau-père. Et puis, lui, il a l'impression que l'enfant le défie, qu'il n'accepte pas son autorité. Et c'est pour ça qu'il va y avoir ces punitions, etc. En tout cas, c'est le sentiment qu'avait Guillaume. Est-ce que c'était une réalité? Ça peut se discuter, mais il a pu reconnaître aussi sans doute qu'il n'a pas été en capacité de réellement mesurer les difficultés dans lesquelles se trouvait David. Pour ma cliente, c'est compliqué. Elle parle pas beaucoup. Effectivement, elle montre pas grand-chose. Elle montre vraiment pas grand-chose. Elle exprime des regrets, mais elle n'est pas capable de le formuler comme tel. En disant, comme tout à chacun, on pourrait dire sur une situation comme ça, bah oui, je regrette, etc. Elle ne sait pas le verbaliser.
Et Louise, elle explique qu'elle a été beaucoup battue quand elle était petite, notamment par son père, et qu'elle s'est dit que peut-être c'était la seule solution, voilà, pour qu'il obéisse. Héloïse et Guillaume ne vont pas cesser d'avoir des propos dénigrants à l'égard de David. Ils lui reprochent son niveau scolaire, ils lui reprochent de ne pas être assez obéissant. Bref, ils font, même après la mort de l'enfant, un portrait de lui qui est un portrait dévalorisant. Ce qui a bouleversé tout le monde, c'est lorsque la photo de David a été diffusée, la photo de David nu cachant son sexe en larmes lors d'une de ces fameuses punitions. Cette photo, elle dit à la fois la violence de Guillaume, la coaction de la mère qui prend la photo, l'humiliation de l'enfant et la détresse de l'enfant. Je crois que toute la salle a pleuré. C'était bouleversant. Et le papa, c'est là que le papa de David a craqué. Il est parti en criant « Qu'est-ce que je vais devenir sans lui ?» C'était très dur pour lui parce qu'il y a la culpabilité de ne pas avoir été énormément présent pour son fils. Et je me souviens d'un homme vraiment le dos courbé, quoi, avec vraiment toute la misère de ce qui s'était passé sur les épaules. Et ouais, d'un homme qui n'arrivait pas à se relever, quoi. Qui plus les jours de procès avançaient, plus il était affaissé sur le banc, quoi. Les policiers qui sont venus témoigner se sont les uns après les autres écroulés en larmes à la barre du tribunal. Alors que plusieurs années avaient passé depuis leurs interventions dans cette maison. C'est aujourd'hui le procès qui m'a le plus marqué. Pendant ces 5 jours d'assises, on a retracé un petit peu le calvaire de ce petit bout de chou, quoi, pendant 5 mois. Et c'était très dur. Voilà. Le jour du verdict, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Et c'est encore plus fort, quoi, parce que cet enfant, il a été complètement déshumanisé. La peine prononcée par la Cour d'assises de Loire-Atlantique est extrêmement lourde, 28 années de réclusion criminelle. Et surtout, la Cour d'assises a prononcé la même peine à l'égard de Guillaume et d'Héloïse. Les accusés ont vu leur autorité parentale retirée par la Cour d'assises, ce qui est une peine complémentaire. La Cour d'assises dit clairement « vous ne pouvez plus être parent ». Une partie de la famille de David était arrivée à ce procès avec l'objectif de comprendre ce qui s'était précisément joué dans cette salle de bain. La sanction de 28 années de réclusion criminelle qui a été infligée aux 2 accusés, pour eux, ça a été à la fois un soulagement, parce qu'ils ont eu le sentiment que la justice avait été rendue. Ils n'ont pas eu la réponse à cette question qu'ils étaient venus chercher. Qu'est-ce qui s'est passé précisément? 1 an plus tard, le couple est rejugé en appel et écope de 25 ans de prison, soit 3 ans de moins qu'en première instance. Mais on dit, ben ça n'aurait jamais dû arriver. Je peux pas l'admettre, ça. Ah non, non, non. On peut pas pardonner ça. Hein. Je pensais même pas que ça pouvait arriver, ça. D'ailleurs, tous, hein, entre capteurs, on en reparle hein, souvent. Hein. Il n'y a pas de jour où on pensait pas à lui, pauvre petit bonhomme. Hein. L'institutrice a vraiment vécu le décès de David de façon très violente. Je ne suis pas sûre qu'à elle toute seule, elle aurait pu éviter la mort de David, mais elle s'est sûrement auto-sanctionnée puisqu'elle a changé de métier et que sa vie ne sera plus jamais la même.
Cette affaire témoigne bien de l'importance du rôle des associations pour permettre à la parole des enfants de se libérer et l'action de prévention est essentielle et nous avons encore beaucoup de travail à faire et beaucoup de prise de conscience à avoir à ce sujet-là. Médiatiser la force maltraitée à travers la mort de David fera prendre conscience à chacun d'entre nous qu'on est voisins, qu'on est amis, qu'on est collègues, peut-être, et qu'il faut qu'on ouvre les yeux, que ça ne se passe pas que chez les autres, et qu'avec notre vigilance, qu'avec les moyens que nous offre la loi et la justice, on peut essayer de sauver des vies. Parce qu'aujourd'hui, c'est un enfant tous les 4 jours qui meurt sous les coups de ses proches.